Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Sunset, l'émission qui donne un regard nouveau sur l'Afrique. Heureux de vous retrouver sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. Toute équipe Sunset est prête à surfer avec vous sur la vague de la bonne humeur. Avec moi, Rona Charlie-Mois-Condé et Patrick Bonguila. Bonsoir les amis. Bonsoir Roger. Vous allez bien? Ouais, ça va. Oui, ça va. Comme un samedi? Ouais, ça va. Écoutez les amis, alors ça devrait vous plaire, celui qui va nous accompagner tout au long de cette émission, notre invité, a créé la marque Crack Croc, une gamme de chips 100% naturels. Il y a quelques mois, il a lancé un projet sur la plateforme Kiss Kiss Bang Bang et aujourd'hui, il organise le SMIG, Salon Made in Gabon, qui se tiendra le 9, le 10 et le 11 décembre prochain. Et c'est la première édition donc à Libreville. Celui dont je vous parle n'est autre que le fondateur et le PDG d'Exodeli, Cédric Bécalé, qu'on peut applaudir. Bonsoir Cédric. Bonsoir. Comment, bon, on se connaît Cédric et moi dans la vie, hein, voilà, donc je vais me permettre de te tutoyer. Comment vas-tu ? Très bien. Nous sommes heureux de te recevoir et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir partagé. N'est-ce pas? Voilà. Les amis, vous connaissiez Cédric? Bien sûr. Ah bah oui, on en a parlé, hein, Il aura bercé nos soirées pyjama entre filles avec ses fameuses chips. N'est-ce pas? Voilà. Oui. Ah oui, c'est vrai que tu avais aussi eu pas mal de compliments parce qu'il avait fait aussi l'objet d'un portrait. Qui est qui hein? C'était une petite rubrique. Voilà. Ah oui, elles ont toutes craqué. Oui, sans mauvais jeu de mots, Crack Croc. Bah écoutez, on va lancer avec hashtag vue sur le net. Alors ça devrait vous plaire, n'est-ce pas mon cher Patrick? Peut-être aussi, pas que peut-être d'ailleurs, notre entrepreneur, l'Afrique. L'Afrique doit avoir sa propre monnaie pour Idriss Déby. Mais pas que pour Idriss Déby, mes chers amis, mais aussi pour des économistes et certains Africains, car ils souhaitent sortir de la zone franc. Il y a également l'ancien Premier ministre béninois, Lionel Zinsou, qui est tout autant d'accord pour la sortie de la zone franc. Pourquoi? Alors, pour Idriss Déby, l'Afrique doit avoir sa propre monnaie pour amorcer le développement. Aujourd'hui, le CFA est garanti par le Trésor français. Donc, c'est une hérésie pour certains. Alors, ma question, les amis, est la suivante. Alors, selon vous, le CFA doit-il ou non disparaître? Patrick, tu veux peut-être répondre? Oui, c'est vrai que ces 2 dernières années, j'ai beaucoup suivi tous les débats sur la place publique qui s'intéressent à cette question. Et je crois que le président Déby a certainement raison d'avoir l'approche qu'il a maintenant. Mais sauf que j'ai des petites inquiétudes, hein, parce qu'on dit la nature est ainsi qui se répète. Je me souviens de tous les présidents africains qui se sont attaqués, ou plutôt qui ont abordé la question et qui ont malheureusement terminé dans de mauvaises conditions. Je pense notamment à Amical Cabral, je crois de la Guinée-Bissau. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a quand même un contexte différent. Nous, les Africains, il faut qu'on soit derrière les présidents qui ont ce genre de démarche, quelles que soient nos convictions politiques. Oui, je pense que c'est nos dirigeants qui doivent faire preuve de responsabilité et avoir le courage. Mais les populations aussi. Mais je pense que ça se joue à un autre niveau. Parce que la population peut être farouche, peuvent souhaiter le retrait ou la sortie du franc, mais si les politiques ne suivent pas, ça risque d'être difficile. Oui, parce qu'il faut quand même remarquer que tant que tout à l'heure tu faisais allusion au franc CFA qui est géré par le Trésor public français, il faut être plus précis, le compte des opérations. Tant que l'Afrique sera sous la bannière des comptes des opérations, je ne vois pas bien comment notre économie pourrait prendre l'essor qui serait normal pour le contexte d'aujourd'hui. Un mot peut-être, Cédric? Mais je pense qu'il faut poser la question à des économistes, mais bon, on a tous un petit avis là-dessus. Je pense qu'il faut être prudent quand même. C'est assez délicat à amorcer, sortir vraiment de l'aile comme ça, de la colonisation avec l'euro, l'arrimage du franc CFA à l'euro. Ce n'est pas une chose facile, mais il faut être très prudent. Mais je pense que ça peut être nécessaire, bénéfique pour relancer vraiment l'économie. Ensuite, il faudra déterminer quelle sera la valeur de notre monnaie par rapport aux autres monnaies. Quelle place on veut avoir pour justement trouver le juste milieu, cette petite impulsion qui va permettre à notre monnaie de jouer en faveur de nos économies. Très bien. Mais je crois que les préoccupations de Cédric
les réponses ont déjà été trouvées par les experts africains. C'est un vieux débat. Bon, mais tant Je mieux. crois que les réponses ont déjà été trouvées. Mais je suis d'accord avec ton propos lorsque tu fais allusion à la prudence. Mais je crois que ce sont des questions qui ont été analysées suffisamment. Et il suffit peut-être, comme disait Oui, il Roger, faut juste que du nos courage. dirigeants Ouais. aient, on va dire, une pulsion collective. Voilà. En tout cas, on le souhaite. On poursuit toujours, vu sur le net. Alors, sur les 15 000 Camerounais vivant en Allemagne, et oui, mes chers amis, Chikgua Nubaktep, difficile à prononcer, un géoscientifique de 48 ans, qui devient le premier maire noir d'Allemagne, dans le district de Göttingen. J'aime pas trop ce mot, à savoir intégration, mais c'est une belle leçon d'intégration. Faut-il encore rappeler que l'Allemagne est une ancienne, puissante colonie africaine, hein, notamment en Allemagne. Alors, à votre avis, Personnellement, je pense que Hitler doit bien se retourner sur sa tombe. Pour voir cela, en tout cas. mais en même temps, il n'est pas le seul, parce que ça s'était vu aussi en France, voilà, avec le premier maire noir de Bretagne, hein, Kofi Niam, d'origine togolaise, donc c'était en 1989, sous l'ère de François Mitterrand. Voilà, il a été donc maire. Et depuis, on n'a pas vu d'autres maires, comme quoi. Maire noir Oui. en France? En France, si. Bon, on a des Gabonais qui ont déjà été maires. Maire, ah bon, qui ça? Oui, Georges Lequel? Rawiri, le défunt Georges Rawiri. Ah je oui, crois. mais là, de nos jours. J'ai une tante qui a été maire d'une petite ville pas très loin de La Rochelle. Mais pourquoi on n'en parle pas? C'est incroyable. Nos talents sont tellement N'est-ce pas? cachés. Eh Bon, oui. On ne peut que se réjouir de ce genre de situation, hein, Roger. Grave, comme tu dis. Vu sur le net, on continue. Alors là, c'est assez loufoque, c'est assez cocasse. Alors, un milliardaire enterre son père dans un cercueil en or. En effet, Emeka Ofor, un célèbre homme d'affaires, c'est un pétrolier, hein, richissime pétrolier, a offert pour l'enterrement de son père, jusqu'ici, tout va bien, un enterrement, mais il offre à son père un enterrement, un cercueil lors de l'enterrement de son père, un cercueil en or d'une valeur de 24 carats. Eh oui. Et il a même engagé des vigiles armés pour justement surveiller ce fameux cercueil. Comment on le comprend? Vous voulez réagir? Bon, je pense que les gens sont plus ou moins libres de faire ce qu'ils veulent avec leur argent, parce qu'on ne sait pas quel effort ils ont fourni pour l'avoir. Mais parfois, ça peut choquer de savoir que sur Terre, il y a des misérables, il y a des gens qui ont des problèmes, qui nécessitent des investissements, qui nécessitent des interventions financières ou matérielles, et qu'il y ait d'autres pour une finalité qui n'est pas forcément royale, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que ce monsieur va devenir après sa mort, mais dépenser comme ça de l'argent pour acheter de l'or pour enterrer son père, même, bon, peut-être que c'est sa façon d'exprimer la dimension de cherté qu'avait son père, qu'il éprouve pour son père. Bon, mais je crois que je suis très mal à l'aise à me déterminer. Oui, ça peut s'expliquer dans une certaine mesure, mais pour certains, pour le reste, pour une certaine population, ça peut paraître véritablement indécent, véritablement. Mais il y a quelques rumeurs hein, qui circulent hein, et qui laissent entendre qu'il y a des personnes qui préparent... Ah, d'accord. Oui, qui préparent un coup, oui, venir déterrer véritablement le cercueil et le vendre au marché noir, parce qu'il a une certaine valeur. Oui, ah oui, 24 carats, ça ne court pas les rues. Hein, ouais, j'ai pensé à ça, mais comme tu as dit, tu as précisé qu'il a engagé des vigiles, je crois. Oui. Mais ils vont rester combien de temps à cet endroit? Ils ne vont pas rester là tout le temps. Ah, ben, la question, c'est que je pose. Donc, voilà. Donc c'est un risque quand même. C'est un risque. Ouais. On continue, vu sur le net. Alors là, pour le coup, on va prendre l'air. Oui, la compagnie Rwandair envisage de desservir les États-Unis à partir au départ de Libreville. Bon, ça se fait déjà, mais pourquoi on a parlé de ça? Parce que bon, il dessert aussi Lagos, il dessert le Ghana, il dessert pas mal de destinations. Mais on a voulu surtout montrer cette image parce que, me semble-t-il, notre perroquet vert nous manque. C'est pas tant que Rwandair dessert. Pourquoi Rwandair? Oui, qui a acheté 2 Airbus au géant justement, au géant aéronautique européen, Airbus. Voilà.
2 Airbus A330. Alors nous, on est un peu nostalgique, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, de notre perroquet vert. Cédric? Ah oui, bien sûr. Pour ceux qui n'ont pas connu le perroquet vert, c'est vrai qu'ils ne se posent pas la question. Mais moi, pour l'avoir connu, j'étais quand même gamin. Mais c'est vrai que c'était quand même assez chic, c'était classe. Il y avait un... Et puis, effectivement, desservait par exemple la France, c'était au départ du Gabon. Hein, quand on allait, je pense qu'ils allaient chercher au Congo et tout le monde partait d'ici. C'était magnifique. Moi, j'ai gardé ce petit souvenir avec ce petit parfum. Sinon, c'était très beau, ça nous manque vraiment. Ce désir d'appartenance également. Oui. Il y a une sorte de fierté. Oui, ah oui. Moi, je suis très nostalgique, hein, Roger, je ne te cache pas. Comme Cédric, j'ai connu Air Gabon. La première fois, j'ai emprunté un avion, c'était Air Gabon. Et je vais faire même une confidence. Je me disais comment ça va être. J'avais un peu peur. Mais dès qu'on a décollé, c'était tellement confortable que je n'ai pas eu peur. Je n'ai pas eu de stress du tout. Et franchement, je n'ai jamais compris jusqu'à maintenant pourquoi Air Gabon n'existe plus. C'était tellement symbolique avec le perroquet. Ah, le perroquet, oui. Qui est très symbolique justement pour notre pays. Bien entendu. Voilà. Bah écoutez, alors c'est tout sur le net, hein, la vue sur le net. Alors oui, bon. J'espère qu'on nous entend vivement le retour du perroquet vert qui nous est cher. S'il vous plaît. Alors on va passer donc à l'Afrique qui gagne. L'Afrique qui gagne, je vous le disais, nous sommes en présence. Il nous fait la joie d'être parmi nous. Cédric Bécalé, fondateur et PDG d'Exodélice. Alors il crée la marque Crack Croc, c'est un peu le monsieur Crack Croc. Il croque tout ce qui passe. Véritablement, il a un véritable projet pour notre pays, en tout cas pour l'agroalimentaire. On regarde, on en parle avec lui tout de suite après. Exodélice vous présente sa nouvelle marque de chips de légumes, Crack Croc, fabriquée au Gabon, dans un nouvel emballage et de nouveaux produits, à savoir des chips au taro, à l'igname, aux fruits à pain, à la patate douce, à la banane plantain mûre et à la banane plantain verte. Crack Croc, vivez des expériences inoubliables et riches en goût. De retour sur le plateau Sunset, alors Cédric Bécalé qui est avec nous, notre invité. Alors mon cher Cédric, nous sommes très heureux, je l'ai dit tout à l'heure, de te recevoir. Il nous a toujours soutenus. Alors là, pour le coup, tu viens nous voir par rapport à ce produit Crack Croc. Crack Croc, cette variété de chips qui se décline en plusieurs saveurs. On a quoi? Taro, fruits à pain, igname, la patate douce. Alors, j'ai envie de te poser la question, comment a commencé à débuter cette aventure Crack Croc? Je ne sais pas si on aura le temps de... Mais en tout cas, en quelques mots, véritablement. Mais en fait, il y a une femme quand même derrière, c'est ma mère quand même. Ah. Après, il y a celui qui a fait des petites études de commerce marketing et qui a un peu de suite dans les idées, et qui a eu l'idée comme ça de créer Crack Croc. Mais c'est aussi une anecdote, en fait, le nom. D'accord. Voilà. C'est lorsqu'on commence, en fait, je prends tout le matériel pour lancer l'entreprise en 2012. Et puis, en fait, je cherche le nom. Quel nom on va bien pouvoir donner à ces chips? C'était une grande question parce que c'est jamais facile. Il faut trouver un nom qui soit ludique, accrocheur et qui puisse passer comme ça, voilà. Et là, j'ai un petit cousin, à l'époque, on les vendait dans les pots, qui mange les chips et qui, comme ça, dans une joie que seuls ceux qui consomment les Crack Croc connaissent, dit « ça craque, ça croque ». Je dis « on tient le truc ». Et c'est comme ça que je dis « on va appeler ça Crack Croc ». Et depuis, on crique, on craque, on croque. Voilà. Oui, pas mal. Hein. Alors, tu es l'un des lauréats du Grand Prix de l'Excellence, donc de 2016. Oui. 2016. Alors, on aimerait quand même te poser la question, savoir, alors c'était quoi après un tel prix, qu'est-ce qui se passe par la suite? Moi, en tout cas, dans mon cas, c'est beaucoup d'impatience parce qu'on a envie de... Moi, je suis un homme d'action. Oui. Voilà, donc j'aime être dans l'action et je ne pourrais pas vivre sans action. Donc du coup, je suis impatient de vraiment tout mettre en œuvre aujourd'hui pour que tout le monde puisse vraiment apprécier ce produit. Vous voulez réagir? Oui, bon, moi je vais d'abord féliciter Cédric parce que je pense sincèrement que Cédric est le symbole du Gabonais de demain. S'il n'y a pas beaucoup de Gabonais comme Cédric, je ne suis pas sûr que le Gabon deviendra un grand pays demain. Et deuxièmement, je vais casser une baraque. Nous, au quartier, quand on apprend lauréat du prix 2016, on pense toujours au réseau obscur. Non, casse-nous la baraque, rassure-nous.
qu'on n'a pas forcément besoin d'appartenir à un camp ou à un autre pour faire des affaires. Mais sur le plan de l'intelligence, comment doit s'organiser un homme d'affaires? Alors, c'est un processus, c'est quand même assez compliqué parce que je pense qu'il y a d'abord le côté vocation. Moi, j'ai une histoire, c'est-à-dire que quand on vous voit, vous êtes en costume, vous avez un projet comme celui-là, certaines personnes vous demandent s'il y a des gens derrière. Pas plus tard que hier, j'étais à un rendez-vous avec des investisseurs qui me demandaient « Vous êtes Gabonais ?» Je dis « Oui. » « Vous êtes vraiment Gabonais ?» Je dis « Oui. » « Pourquoi ?»« Je suis Gabonais, 100%. Vous avez quelqu'un avec vous ?» J'ai dit « Non, je suis seul. » Mais vous n'avez personne avec vous? En fait, il n'en revenait pas de voir un Gabonais avoir ce type d'initiative. Et pourtant, moi, j'en connais des Gabonais qui sont capables de porter des initiatives comme celle-là, voire même encore plus intéressantes que celle-là. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que quelque part, je ne suis pas d'accord avec Patrick quand il te présente comme un Gabonais de demain, parce que en fait, tu n'es que le Gabonais d'aujourd'hui, en fait. Non, moi, c'était dans le sens de dire... Oui, j'ai bien compris. Voilà, dans le sens de dire une perspective. Voilà, dans le sens de la perspective, parce que son affaire va se développer. Oui. Elle ne va pas rester comme elle est. J'espère bien, mais quand on dit un Gabonais d'aujourd'hui, c'est déjà le Gabonais qui est différent de celui d'hier, qui se laissait plus ou moins aller, qui ne faisait absolument rien et qui attendait que tout vienne du bureau, en fait. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des Cédric, il faut qu'il y ait des Cédric demain à partir du Cédric d'aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai dit qu'il est le symbole du Gabonais de demain. Mais c'est important ce que tu dis parce que moi, je n'appartiens à aucun réseau, ni obscur, ni dans la lumière. Je suis juste le fils de mes parents. Et ce que les gens ne savent pas quand ils vous voient, c'est qu'il y a beaucoup d'histoires. Elles peuvent être douloureuses comme elles peuvent être joyeuses, mais il y a beaucoup d'histoires. La petite anecdote, c'est une petite parenthèse comme ça, c'est que moi, avant vraiment de me lancer à 200%, quitter mon emploi confortable à Paris, je suis passé pas très loin de la mort. Et aujourd'hui, ça a été un déclic qui m'a permis comme ça de ne pas trouver d'excuses et de dire à mes frères que vous n'avez pas d'excuses à trouver parce que vous respirez, vous avez 2 pieds, vous avez 2 mains, vous avez une intelligence forcément. Donc on n'a pas d'excuses pour ne rien faire. Nous sommes une génération aujourd'hui intermédiaire, c'est-à-dire que nous sommes entre la génération de nos parents qui ont fait, ils ont fait certaines choses. Nous aujourd'hui, on a rêvé, on est aujourd'hui, j'ai envie de dire, aux manettes. On a toute la jeunesse, l'intelligence, tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir des initiatives. Et puis, on a nos petits frères qui sont juste derrière nous, qui attendent. Mais qui attendent quoi? Qu'on leur montre le chemin. Donc, moi, je lance vraiment un appel comme ça à cette jeunesse à laquelle j'appartiens pleinement, qu'il faut faire des choses. Il ne faut pas avoir peur de se jeter. Au contraire, c'est maintenant qu'il faut donner le maximum parce qu'en fait, c'est une question grave parce que c'est notre pays, c'est notre économie, c'est notre image dans le monde et on ne sera reconnu à notre juste valeur qu'à travers des initiatives fortes et porteuses comme celle-là. Oui, c'est pour ça que tu mets vraiment dans ton emballage Made in Gabon. Je suis fier. Ouais. Voilà. Alors d'où vient cet intérêt pour l'agroalimentaire? Parce que tu es jeune, à partir dans un tel secteur, je veux dire, il faut le faire. Certainement comme toi, je suis un challenger aussi. J'étais un compétiteur plus jeune. Non, mais c'est surtout l'environnement dans lequel j'ai grandi. C'est-à-dire entre ma grand-mère et ma mère, passionnée de cuisine, moi aussi passionné de cuisine. Et donc j'ai appris comme ça très tôt vraiment à aimer en fait le business, à aimer cet échange, fabriquer un produit, le vendre et gagner son argent. Donc depuis, j'ai envie de dire, quasiment l'âge de 10 ans où j'ai fait mon premier gâteau que j'avais vu dans un livre, je me suis dit tiens, je vais faire ça comme ça. Je l'ai fait, je l'ai réussi, tout le monde a apprécié. Je n'ai pas arrêté puisque j'ai eu mes premiers sous en vendant, en faisant des pièces montées, gâteaux pour communion, baptême, etc., pour les événements anniversaires, tout en étant au lycée, en pratiquant du judo, en pratiquant du basket, pour ceux qui me connaissent d'ailleurs. Et c'est comme ça que j'ai grandi. Donc passionné vraiment de cuisine. Et puis donc l'agroalimentaire, c'était juste... une évidence. Je ne voyais pas, oui, c'était juste une évidence. D'accord. Je me suis même laissé dire que tu faisais même des brochettes. J'ai fait pas mal de choses, Roger. N'est-ce pas? Tu n'imagines même pas. Alors, pour ces jeunes qui te regardent et qui souhaiteraient être comme toi, en tout cas, suivre ta voie, quelles sont les difficultés auxquelles tu as été confronté? Parce que c'est important aussi de le dire, hein, parce que bon, c'est vrai que là, on parle beaucoup d'entrepreneuriat. La semaine dernière, on vient d'achever effectivement la semaine de l'entrepreneuriat. C'était du 14 au 20 novembre. Et on parle beaucoup d'entrepreneuriat. Oui, il faut entreprendre, mais c'est pas toujours facile. Parfois, c'est le parcours du combattant. Alors, toi, quelles ont été tes difficultés?
Alors, il faut d'abord dire que l'entrepreneuriat, c'est quand même un domaine assez particulier. Au-delà de la vocation, il faut avoir envie, mais pas envie juste comme quand on a faim. Alors, moi, je dis toujours cette phrase, c'est que l'entrepreneur, c'est celui qui ne rate pas une opportunité. C'est même celui qui est à l'affût des opportunités. C'est-à-dire que tu n'es pas chez toi, non. Vous voyez, il y a pas mal de projets par rapport au contexte d'où je viens, donc Paris, où j'ai vu pas mal de projets émerger, mais qui sont nés de voyages de certaines personnes dans des pays comme le nôtre, où ils sont allés prendre des idées et venir les développer parce qu'ils ont tous les moyens techniques et les accompagnements qui vont avec. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un pays comme le nôtre regorge de matières premières à développer pour créer des business. Plus que les matières premières au final. Le manganèse, le pétrole, l'or, l'argent et tous ces autres minerais, on les prend ici. Ça veut dire qu'on a du potentiel à développer du business. Bon, je me tends la main. Alors, qu'est-ce qu'il faut à nos entreprises pour qu'elles soient plus compétitives? Je pense que c'est déjà un état d'esprit. Moi, personnellement, j'ai une vision et il est hors de question que je sorte de cette vision. Il est hors de question que quelqu'un me dise que je ne peux pas faire ci, que je ne peux pas faire ça. J'ai un rêve et je veux justement, à travers ce rêve, non seulement le réaliser, mais ce n'est pas seulement pour moi, mais c'est aussi pour pouvoir inspirer les jeunes. Il est bien plus intéressant de parler à un jeune en lui disant « Voici ce que j'ai fait et voilà ce que je peux te prodiguer comme conseil » que de venir donner des conseils sans avoir rien fait. Alors, l'introduction de Crack Croc au Gabon depuis pas mal d'années, quel est le retour que vous avez par rapport à cela? Alors, il faut dire que grâce au Grand Prix de l'Excellence, quand même, on bénéficie d'une visibilité qu'on n'a pas, parce qu'on n'a pas les moyens, justement, de travailler sur cette visibilité-là. Aujourd'hui, avec la communication qui est autour du concours, vous gagnez, effectivement, les médias s'intéressent un peu plus à vous, et en fait, ils découvrent que le produit existe depuis 2012. Donc là, déjà, c'est vraiment un premier pas. Et ensuite, on a un peu d'argent. On peut investir justement sur la communication. Donc voilà. Et après, investir sur l'outil de production, augmenter sa capacité de production. Et derrière, forcément, un impact sur tout ce qui est emploi et autres. Il est assez accessible sur le terrain. On le trouve facilement. Il est accessible aujourd'hui puisqu'on vient de redéployer donc, le produit sur le marché, donc sur l'ensemble du réseau des stations Total, si je peux dire. Ensuite, vous pouvez le trouver maintenant un peu partout et cela de plus en plus dans le temps. C'est vraiment tout le travail qu'on est en train de faire avec mon équipe. Il n'y aura pas un retour pour que ce soit un peu plus proche en fait, des populations parce que finalement c'est un produit pour tous, n'est-ce pas? Oui, c'est vraiment mon combat aujourd'hui. C'est... En augmentant ma capacité de production aujourd'hui, j'ai l'objectif de proposer un produit qui soit proche de tous les consommateurs, je dis bien tous les consommateurs, que ce soit en surface comme en profondeur. C'est vraiment tout le travail que nous sommes en train de faire aujourd'hui avec mon équipe. Alors qu'est-ce qu'il faut pour que véritablement cette marque-là soit plus visible, mieux distribuée? Qu'est-ce qu'il faut? C'est l'occasion de parler effectivement face caméra. Il faut simplement, le nerf de la guerre aujourd'hui, il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de le dire. Il faut un financement. Le nerf de la guerre, c'est le financement. Aujourd'hui, 25 millions, c'est très bien, mais pour ceux qui sont dans le domaine, pour un produit comme celui-là, avec 25 millions, une ligne de production complète pour ne serait-ce qu'un de ces produits-là ne suffit pas. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Il faut bien plus d'investissement pour pouvoir vraiment développer un produit comme celui-là. Pas simplement sur le plan national, parce que pour moi, c'est vrai, c'est un intérêt, parce que c'est mon pays, mais la recherche de la valeur, l'impact réel sur l'emploi et tout le reste, c'est à l'extérieur qu'on va le chercher. Il faut aujourd'hui des produits compétitifs, pas compétitifs sur le plan local, mais compétitifs avec tout ce qui se fait ailleurs pour juger de la qualité et de la pertinence justement de ce qu'on fait. Alors il faut peut-être parler des paysans, des agriculteurs avec qui tu travailles, ils ont leur faire peut-être un petit clin d'œil. Pour moi, en fait, cette opportunité, enfin, ce produit, c'est l'occasion de dire, voilà, quand vous plantez de la banane, voilà ce qu'on peut en faire. C'est vraiment inciter tous ces planteurs, ces agriculteurs, ces coopératives à continuer à planter. Parce que nous, derrière notre rôle, c'est... Tu veux un coup de main? Oui. Je vais venir à ton secours. Dis-moi. Tu vois, il y a une petite encoche là. Oui. Voilà, tu fais juste ça. Je te remercie. Voilà, tu as vu, c'est magnifique. Hein. Oh, c'est vraiment doux. C'est une œuvre. Hein. C'est dire à tous ces planteurs de continuer à planter derrière, avec des projets comme le projet Graines notamment. On espère qu'il y aura un peu plus de matière à exploiter sur le terrain qu'on pourra justement transformer comme ça. Moi, je vous imaginais déjà en tant que cultivateur vous-même, avec des terres. C'est une idée qui a fait son chemin, mais après, ça fait trop de travail. Les amis. Moi, j'aimerais vraiment me concentrer vraiment sur le développement de produits, voilà, et laisser ce travail-là à d'autres personnes. D'accord, ok. Ah, c'est vraiment très bon. Ça craque vraiment et ça croque. et Ronan avait raison de poser la question. Et tout à l'heure, toi-même, tu faisais déjà allusion à tes fournisseurs.
est-ce qu'on peut avoir une idée pour l'instant de la localité des achats? Où est-ce que vous achetez la matière première? Oui, la matière première. Directement. Alors on va un peu partout, que ce soit sur la route à travers des fournisseurs, donc c'est-à-dire des planteurs isolés, que ce soit dans les marchés. Moi j'aime bien l'immersion dans les marchés, on découvre des choses extraordinaires. Moi j'ai vu pour la première fois des doigts de banane qui mesuraient près d'1 mètre. Oui. C'était extraordinaire. Et ça on ne voit ça que dans les marchés. Et donc au contact de ces personnes-là justement, voilà, moi je vais chercher partout. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est à travers de nouveaux investissements, c'est d'avoir l'outil qui nous permet d'aller chercher chez chaque planteur à l'intérieur du pays et de pouvoir transformer derrière. C'est très bien, ça va faire vivre l'activité de commerce équitable et ça va vivre effectivement des progrès. En tout cas, bravo. C'est vraiment une initiative à soutenir. Merci Cédric. Cédric Bécalé, tu restes avec nous. Ah oui, tu nous as édifié. Le temps pour nous de passer à l'Afrique qui gagne, deuxième partie. En 2012, nous avons commencé l'aventure Kemetic. Nous voulions répondre à un besoin qui était l'accessibilité aux accessoires et vêtements fabriqués en Afrique. Nous avons commencé avec 10 000 francs CFA, soit environ 15 €. 4 ans plus tard, nous sommes à une production de 400 000 francs. La demande est de plus en plus grande parce que maintenant nous arrivons à commercialiser nos produits en Afrique, en Europe, en Amérique et dans les Caraïbes. Mais nous ne pouvons pas satisfaire tous nos clients parce que nous avons une très petite production. Nous travaillons avec des artisans qui sont très doués dans leur travail, qui ont appris de manière traditionnelle, de transmission de père en fils pour la plupart, mais qui ne sont pas lettrés. Ce qui pose un problème de structuration dans leur manière de travailler. Pour pallier à ce problème, nous avons décidé de créer une sorte de hub qui va leur permettre, dans un premier temps, d'apprendre à lire et écrire, par la suite les former afin qu'ils puissent avoir des outils de base de logistique. Dakar est un grand parc automobile. Il n'est pas rare de voir des pneus joncher les rues. Nous nous sommes dit, pourquoi ne pas recycler ces pneus afin d'en faire des semelles et créer des emplois. Mais pour ce faire, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vos super pouvoirs par le biais des dons. Grâce à vos super pouvoirs qui sont matérialisés par vos dons, nous allons pouvoir augmenter notre production et ainsi mieux livrer, mieux satisfaire notre clientèle. Nous allons mettre en place un hub qui va aider ces cordonniers à accroître leur productivité et leur production, par ricochet améliorer leurs conditions de vie et créer de l'emploi grâce au recyclage des pneus. De retour sur le plateau Sunset. Alors là, ma chère Rona, alors tu nous fais découvrir cette dame-là, mademoiselle Nang, qui est gabonaise. Voilà. Qui est gabonaise, et qui évolue de l'autre côté, donc au pays de la Teranga, le Sénégal. On y revient une fois de plus. Mais je ne sais pas si vous en avez entendu parler, Cédric, de Bonne Nang. Eh bien, vous parlez tout à l'heure d'investissement et de financement. Donc, Kemetic, c'est une marque d'accessoires et de vêtements africains, typiquement africains, et qui vient de lancer il n'y a pas longtemps. La campagne a débuté le 1er novembre et se poursuit, et ce jusqu'au 10 décembre de l'année 2016, donc d'ici quelques temps. C'est sur la plateforme KissKissBankBank que vous devez bien... N'est-ce pas? Voilà. Donc, elle vous rejoint un peu... dans la quête de financement finalement pour pouvoir sortir comme ça, parce qu'il y a un pan social et un pan économique où elle se propose comme ça d'apporter son soutien aux artisans qui ne bénéficient pas forcément de formation, donc d'avoir du temps et tout ça. Et donc voilà, c'est ce que j'avais à vous proposer. Alors sur la plateforme KissKissBankBank, donc il y a le projet de Bonne Nang, de Kemetic, qui est à soutenir, voilà. On va faire comme on a fait pour Cédric, parce qu'il faut rappeler que Cédric, effectivement, a lancé ce projet sur la plateforme KissKissBankBank pour obtenir, l'objectif était d'obtenir 10 000 euros. 10 000 euros pour financer l'achat de matériel et élargir effectivement sa gamme de produits. L'objectif a été atteint en l'espace de 45 jours. Il a bossé, on a bossé, et finalement, il a obtenu plus de 10 000 euros. Et pour ça force le respect, comme quoi c'est possible. Mais j'aimerais même le relancer pour avoir un peu plus d'explications, lui qui a essayé ce système-là, qui a assez... peut-être dire comment ça fonctionne. Voilà, comment ça fonctionne. Voilà, pour ceux peut-être qui nous regardent, et disent qui de cette plateforme et qui aimeraient peut-être avoir voilà. un financement. Alors la première chose, c'est qu'il faut se lancer.
La deuxième chose, c'est qu'il faut avoir un projet bien écrit, parce qu'il faut qu'il soit vendeur, accrocheur tout de suite. Et puis, j'ai envie de dire, il faut avoir un bon produit. Et après, il faut avoir vraiment un bon réseau. C'est la première chose sur laquelle vous devez compter, c'est votre réseau, ça commence par la famille. Donc déjà, avant de se lancer, il faut se rassurer auprès de sa famille qu'il y a des gens qui peuvent investir, qui peuvent mettre de l'argent sur votre projet. Et une fois que vous avez cette base-là qui vous rassure plus ou moins, après derrière, tout le monde peut embrasser votre projet. S'il est bien, si ce sont de bons produits, pourquoi ça ne va pas marcher, ça va marcher. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'il faut aussi mentionner une chose, c'est que beaucoup confondent l'idée et le projet. Une idée n'est pas un projet. Non. Voilà. Vous avez l'idée, mais vous n'avez pas forcément le projet. Faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner. Donc c'est très important. Merci Cédric pour nous avoir éclairé par rapport à ça. On va poursuivre avec Lettres d'Afrique, mon cher Patrick. On fait une petite transition et on revient tout de suite après. Alors, mon cher Patrick, 2 ouvrages aujourd'hui? Oui, 2 ouvrages. Il faut rappeler que ce sont des ouvrages qui ont été publiés il y a longtemps, mais qui sont encore d'actualité, c'est-à-dire que leur usage est d'une importance extrême pour les populations gabonaises et même africaines. La première, c'est Francophonie et politique linguistique en Afrique noire, essai sur le projet d'intégration des langues nationales dans le système scolaire au Gabon. Il est de Daniel Frank Idiata, linguiste, qui n'est plus à présenter. Mais pourquoi parler de cet ouvrage aujourd'hui qui a été publié chez la Maison gabonaise du livre en 2005? Simplement parce que dans le prochain texte qui fixe désormais l'orientation de l'école au Gabon, je crois que même si ce n'est pas encore officiel, c'est vrai que je ne suis pas dans les secrets de Dieu, mais je suis peut-être dans les secrets des demi-dieux, je sais que on risque d'arriver à une situation que beaucoup, peut-être, n'ont pas espéré que ça va arriver un jour. Enfin, peut-être, les langues locales comme option aux examens officiels comme le BPC. Mais de quoi s'agit-il dans cet ouvrage? Frank Idiata apporte la preuve que si la langue locale n'est pas à l'école, la culture dont ces langues sont véhiculaires est également absente. Mais il ne va pas s'arrêter là. Il va faire un travail de recherche, il va s'appuyer sur les curricula officiels pour démontrer que si l'enfant ne fait l'objet que de ce type d'éducation, malheureusement, c'est vrai, il aura un savoir-faire, mais il n'aura pas de savoir-être, il n'aura pas de savoir-dire, et encore moins, il n'aura pas à sa disposition des outils d'aide à la décision. Mais nous tous, on peut constater que si notre pays parfois balbutie au niveau de son développement, ce n'est pas parce que les gens n'ont pas été bien formés sur le plan technique, ce n'est pas parce que les gens manquent d'expertise sur le plan du savoir-faire, mais c'est seulement parce qu'on n'a pas toujours pris les bonnes décisions, on n'a pas toujours fait de bons choix, et finalement, comme on n'a pas pris les bonnes décisions et n'a pas pris les bons choix, ça veut dire parce qu'il y avait des valeurs absentes en nous. Et l'introduction de l'enseignement des langues nationales pourrait régler ce problème parce que les valeurs traditionnelles, à la différence des valeurs académiques, ne s'occupent pas de l'élève, mais de l'enfant qui deviendra une personne, mais une personne au souhait responsable. Le deuxième est un livre d'histoire, un peu comme pour compléter la première œuvre. Et là, on parle d'un peuple gabonais à l'aube de la colonisation. Il est de Joseph Ambouré Avaro. Il a été publié en 1981 chez Cartala. Mais pourquoi s'intéresser à ce livre maintenant alors qu'il a été publié il y a plusieurs années? Simplement parce que je pense que quand on parle, quand on a un projet comme l'émergence, il faut forcément s'approprier l'histoire. Et il faut connaître qu'est-ce qu'était le peuple gabonais avant la colonisation. Comment était-il organisé? Parce que cette organisation nous interpelle sur plusieurs aspects. Comment était la chefferie des villages? Comment était la chefferie des clans? Et comment était organisé le royaume? Mais montrer aussi qu'avant l'arrivée des Occidentaux, l'homme gabonais, c'est vrai qu'ici, Joseph Ambouré Avaro spécifie son œuvre sur le peuple Orungu, qui est une variante du groupe Omienais, mais le peuple Orungu n'a jamais vécu en autarcie. Il y avait d'autres peuples autour. Il parle par exemple des Séké, des Fan, du groupe des Bissir, des Akélé, enfin tous les peuples qui gravitaient autour du peuple Orungu. Mais il va jusqu'à démontrer que c'est un peuple qui avait déjà développé certaines techniques, notamment sur le plan de l'extraction du fer,
technique, la gestion de l'espace, quelle était la conception que l'homme Orungu, mais que l'homme gabonais finalement avait par rapport à la relation au temps, la relation aux croyances, la relation au rite, etc. Donc c'est un ouvrage qui est vieux de par son temps de publication, mais encore actuel parce qu'il vient poser un problème essentiel. L'organisation, du point de vue de tout ce que j'ai développé tout à l'heure, mais peut-être des aspects que je n'ai pas aussi développés, de l'homme gabonais reposait sur son milieu naturel. Or, aujourd'hui, l'organisation de l'homme gabonais est orientée par rapport à l'environnement industriel. Donc, on court le risque des personnes qui ne vont plus développer le côté humain qui est essentiel pour bien vivre ensemble, et on risque de devenir comme des robots programmés, des gens qui, avec les autres, n'ont que de contact, et surtout que le numérique est venu un peu compliquer les choses. On n'est plus obligé de se rencontrer. On s'appelle quand on a un problème. On ne s'appelle jamais pour partager le bonheur, mais on s'appelle quand on a un problème. Donc ce sont des ouvrages qui, de mon point de vue, sont très essentiels. J'ai d'ailleurs celui-là, par exemple, Un peuple gabonais à l'aube de la colonisation, et même celui de Franck Iliata, je conseille... tu recommandes? Oui, je recommande. Je le recommande. Voilà. Mais Roger, par rapport à la date de la sortie de ces romans-là, je me demande non, ce ne sont pas des romans, ce sont des essais. De ces essais-là, autant pour moi, je me demande s'ils sont encore disponibles sur le marché. Bien sûr. Celui-là, par exemple, on peut le trouver, on peut toujours l'acheter chez la Maison gabonaise du livre. Maintenant, celui-là, il suffit de se rapprocher, par exemple, la bibliothèque universitaire, Omar Bongo. Je crois qu'il peut être disponible. C'est très intéressant, voilà. en tout cas. Merci Patrick. Le temps pour nous de passer à la rétro. Après Dakar au Sénégal en 2014, Antananarivo à Madagascar sera pendant une semaine la capitale de la francophonie. Ce 22 novembre, Michaël Jean, la secrétaire générale de l'organisation, a officiellement ouvert les assises du 16e sommet de l'OIF. Avec pour thème « Croissance partagée et développement responsable, les conditions de la stabilité du monde et de l'espace francophone », ce grand rendez-vous a pour enjeu majeur la sécurité et la paix des pays membres de la francophonie. Outre les chefs d'État et de gouvernement qui doivent poser leurs valises au courant de la semaine, sur la Grande Île, plusieurs investisseurs prendront part à cette grand-messe. Avec pour ligne de mire capitaliser le potentiel de Madagascar, l'organisation de ce 16e sommet de l'OIF est donc une opportunité pour le développement économique du pays. Pour Michaël Jean, les retombées économiques pour Madagascar devraient être exceptionnelles, d'autant que selon le numéro 1 de la francophonie, l'espace francophone rassemble à la fois des pays industrialisés, des pays en émergence et des pays moins avancés. Ces derniers profiteront donc de ce sommet pour signer des accords de partenariat. Le Conseil permanent et la conférence ministérielle de la francophonie ont démarré leurs travaux ce mardi. Ils seront suivis au cours de la semaine du sommet à proprement dit de la francophonie. Pour rappel, c'est au cours du 15e sommet de la francophonie que les chefs d'État et de gouvernement de l'OIF élisaient Michaël Jean au poste de secrétaire général et 3 nouveaux membres observateurs avaient été admis, le Costa Rica, le Kosovo et le Mexique. Reportage de Marielle Biogou. En effet, c'est le 16e sommet de la francophonie, donc c'est le 26 et 27 novembre. Donc nous sommes aujourd'hui, c'est aujourd'hui et jusqu'à demain. Alors ma chère? Eh ben, le thème déjà il est très évocateur. On espère qu'au sortir de là, les conclusions seront concluantes pour tous en fait. Que les bases seront posées par rapport à la question qui interpelle ces différents chefs d'État africains, par rapport à la francophonie et la langue française. Parce que ce sont des grandes questions qui sont posées. Il faut aussi mettre en avant les actions menées par la francophonie, notamment la diversité la diversité linguistique par rapport à la langue française, la diversité, le développement culturel, la paix, ça c'est les actions qu'il mène, hein. La paix, la démocratie, les droits de l'homme, l'éducation et la formation, l'économie et le développement durable, l'innovation numérique, la jeunesse, l'égalité femmes-hommes et même la société civile. Ça, c'est important. Alors, en off, tu réagissais parce que tu te posais une question assez fondamentale. Laquelle ?
C'est pourquoi des jeunes comme nous, enfin pas forcément moi, bien sûr, mais avec des produits de ce type ne sont pas à ce genre d'événement-là pour montrer ce qu'on fait au Gabon, ce qu'on sait faire, pour être en compétition avec les autres et voir ce que les autres font pour justement nous revenir et justement être encore plus fort après. Parce que d'où la question que je te posais tout à l'heure, à savoir qu'est-ce qu'il faut à nos entreprises pour être véritablement compétitives. Oui, effectivement, il faut la détermination, certes, il faut avoir une vision, mais... Les contacts, il faut de l'argent, il faut des opportunités. Il faut des opportunités, et puis surtout, il faut un accompagnement, véritablement. Ou bien. Ah, mais si, tu as raison de relever cet aspect. Oui, parce que bon, c'est bien beau, on l'a dit aussi la saison dernière, on prône le Made in Gabon. Mais c'est quoi le Made in Gabon, finalement? Parce que finalement, oui, Cédric est là, il a conçu des chips Crack Croc, magnifiques. Combien de personnes, combien de Gabonais, d'autochtones mangent, plutôt que des chips Lay's, excusez-moi, on va peut-être avoir un procès, peu importe, mangent des chips Crack Croc? Oui, mais sur cette question, hein, moi je pense que c'est de la responsabilité de Cédric de faire connaître au maximum son produit. Parce que, voilà, moi j'ai souvent dit que tous les produits ont besoin de publicité. Bien sûr. Il y a une marque que je n'ai pas envie de citer ici. Elle est la plus consommée au monde, mais elle communique toujours d'une manière vraiment excessive. Je pense qu'on se comprend. Voilà. Parce que les Gabonais, même si c'est fabriqué par un Gabonais, si ça n'a pas de goût, ils ne vont pas consommer parce que c'est Gabonais. Et puis le Gabonais, s'il n'est pas au courant qu'un produit Gabonais existe, il ne va pas le chercher là où il ne sait pas. Oui, mais pour cela aussi, il faudrait qu'on permette qu'il y ait des accès, pour qu'il y ait beaucoup plus de visibilité. Parce que, mais c'est ce que Sunset fait déjà. Oui, merci. Bravo pour Sunset. On va poursuivre avec Histoire africaine. Né Mbake Baol, Amadou Bamba est un musulman soufi, ascétique et mystique qui écrivait sur le tawhid, le fiqh et le tasawuf, ainsi que la grammaire. Il fonde la ville de Touba, au Sénégal, en 1887. Il est arrêté par les autorités coloniales qui l'enferment dans la prison de Saint-Louis, siège du gouverneur de l'Afrique occidentale française, AOF, avant de l'envoyer en exil en 1895 au Gabon. L'administration coloniale justifie alors sa décision en affirmant: il ressort clairement du rapport que l'on a pu relever contre Amadou Bamba aucun fait de prédication de guerre sainte, mais son attitude, ses agissements et surtout ceux de ses principaux élèves sont en tout point suspects. Il retourne à Dakar en 1902, après 7 ans et 9 mois d'exil au Gabon, dans la forêt équatoriale, et est acclamé par la foule alors que beaucoup pensaient qu'il y était mort. L'administration coloniale tente à nouveau de l'arrêter, en envoyant des tirailleurs et des spahis, mais ses disciples, les talibés, le protègent. Il est finalement arrêté l'année suivante, en 1903, et emmené pendant 4 ans en Mauritanie. Après 1910, les autorités françaises réalisent que Cheikh Amadou Bamba ne désire pas la guerre. Dès lors, puisque la doctrine de Cheikh Amadou Bamba les sert, elles décident de collaborer avec lui. Serigne Touba refusa la Légion d'honneur. Son mouvement prit de l'ampleur en 1926, quand la construction de la grande mosquée de Touba, où il est inhumé, commença. Son tombeau est un lieu de pèlerinage. Après sa mort, la confrérie des Mourides fut dirigée avec une absolue autorité sur ses disciples par ses héritiers. Il reste une seule photo de Cheikh Amadou Bamba. Au Sénégal, cette image est reproduite en peinture sur les murs, les bus et les taxis. Cheikh Amadou Bamba. De retour sur le plateau Sunset, alors ma chère Rona, quelques mots sur Cheikh Amadou Bamba. C'était là un clin d'œil, comme ça, la communauté mouride du Sénégal, qui, comme chaque année, a effectué le pèlerinage à la ville sainte, celle de Touba, en vue de la commémoration du départ en exil de Cheikh Amadou Bamba, qui est le père fondateur de toute une confrérie, en fait. Et le Magal de Touba, il faut le rappeler, est l'un des plus grands événements religieux de ce côté du continent africain. Bon, moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est de savoir que ceux qui ont sacrifié leur vie pour les autres ne sont pas oubliés. Voilà, ça donne du courage à d'autres personnes d'entreprendre pour l'ensemble, parce que conscient qu'un jour, ce que je fais maintenant aura de l'effet perpétuellement. Effectivement. Voilà.
On va Très garder bien. cela en mémoire. Exactement. On va passer donc à l'Afrique autrement. On va revenir effectivement sur Cédric Bekele avec son salon Made in Gabon. Alors c'est juste une petite transition. Alors mon cher Cédric, tu es à l'origine de ce salon, le SMIG, salon Made in Gabon, donc qui se tiendra le 9, le 10, le 11 décembre prochain à Libreville, à Gabon Télévision. C'est bien ça? Oui. Alors quelques mots sur ce salon, parce que je sais qu'on va découvrir, on va y revenir bien entendu, mais vraiment pour planter le décor, pour qu'en tout cas nos téléspectateurs sachent qu'il y a un événement ô combien important qui va se dérouler. Je ne vais pas reprendre là les mots qui sont bien écrits, valorisation, savoir-faire, je pense que ça tout le monde comprend. Mais j'aimerais dire que c'est une invitation à tous les Gabonais pour venir voir et montrer ce qui est fait par des Gabonais. Vraiment une invitation. Il est temps qu'on ait un peu au-delà du chauvinisme qu'on connaît, ouais, et qu'on se dise c'est important de consommer gabonais, d'encourager ces entrepreneurs et ces initiatives gabonaises pour que justement elles puissent se développer et créer cet écosystème-là qui sera bon pour le pays. C'est important. On ne peut pas continuer, par exemple dans l'agroalimentaire, à consommer 80% de ce que nous consommons au Gabon est importé. C'est grave. Ouais, c'est C'est vraiment grave. très grave. Mais alors, au sein de ce salon, il n'y aura que le secteur agroalimentaire? Certainement pas. J'ai ou d'autres? parlé de savoir-faire Mais c'est gabonais. pour ça que je veux que tu le dises. Moi, je parle- veux te l'entendre dire. Je parle très bien de mon secteur, bien évidemment, que Ouais. je défendrai toujours bec et ongle, mais il s'agit vraiment du savoir-faire gabonais dans sa globalité. Services, artisanat, les grandes entreprises, les TPE, les start-up, tout le monde. C'est même l'occasion, je pense, pour les institutions, donc les ministères et autres, de venir montrer ce qu'ils prévoient faire, justement, pour encourager ces jeunes Gabonais, ces entreprises à se développer, à se lancer dans l'entrepreneuriat, justement, et à porter leurs initiatives. Voilà, Cédric Bekele revient en homme d'action et en homme de communication avec ce premier événement. C'est très bien, félicitations. Merci. Et j'espère que les personnes que vous avez invitées répondront favorablement en fait, à cette invitation finalement qui vient comme ça planter le décor des actions en fait, de l'entrepreneuriat gabonais. Oui, bien En tout sûr. cas, puisque tout le monde est convié. On a besoin de nous les voir. Nous sommes très bien accompagnés pour l'instant et nous D'accord. attendons encore justement la réaction de pas mal de ministères justement pour ça. Des grandes entreprises aussi qui ne sont pas nécessairement directement concernées par le Made in Gabon. Bien sûr. Voilà. Mais après, je pense que tout le travail que mon équipe est en train de faire pendant que je suis sur le plateau va porter ses fruits et on aura un très beau salon. Un petit mot rapidement. Oui, rapidement, parce que tout à l'heure, tu parlais d'une multitude de services. Ça veut dire qu'il y a une multitude aussi d'intervenants. Oui. Comment tu as fait pour organiser toutes ces ressources autour de toi et où les as-tu trouvées? Alors ça c'est mon équipe. Il faudrait vraiment que vous fassiez une émission, vous invitez mon équipe. Vraiment, là, il y a de tout parce qu'effectivement, avoir l'idée, la porter, mais la réaliser, je vous assure, J'imagine. ce sont des champions. Il faut les inviter, ils vous diront chacun dans son domaine ce qu'ils portent, les actions qu'ils ont portées pour vous expliquer comment est-ce qu'ils ont fait pour trouver les numéros qu'on ne trouve pas normalement, les contacts auxquels on n'a pas accès pour pouvoir accéder à ces personnes-là et faire en sorte qu'ils viennent participer et qu'ils soient sponsors pour le salon. D'accord. En tout cas, bravo. Bravo Cédric pour tout ce que tu fais. On va jouer, on va passer au Music Quiz. Le music Quiz, les amis. Alors, c'est très simple. Règle du jeu pour Cédric. Bon, le reste de mes amis savent hein, comment ça se Et passe. même Cédric le sait, on connaît la Ah bah chanson. oui. Mais alors, une petite piqûre de rappel. Vous allez entendre donc une musique retentir. À vous donc de me dire qui est le chanteur ou le titre de la chanson. Vient de nous rejoindre dans l'équipe de Cédric, Ben Coco, qui est le Monsieur Lumière. Il a plusieurs cordes à son arc, bien entendu. Ben, bonsoir. Merci d'accompagner Cédric, n'est-ce pas? Donc c'est l'équipe de Cédric, Bekele et de Ben Coco face à l'équipe de Patrick et de Rona. Tout le monde est prêt? Il faut taper. Comme j'aime à le dire, ne tapez pas trop fort. Le Père Noël n'est pas encore passé. Alors on peut commencer. Première. Fujis, non? Non, pas du tout. Quelle suite? Exactement, Ouais. bravo. Vous pouvez applaudir, vous pouvez applaudir. Oui. Bah oui. 1-0, bravo, Kate Street, Je Twist. la faire celle-là. La première, je laisse. Ah oui, magnifique. J'ai tout gagné. Là, j'ai tout gagné. C'est tant mieux. Deuxième titre.
c'est pas sérieux. Ah. Foxy Brown. Non, pas Foxy Brown. Elle serait contente d'entendre ça. Je l'ai, Ah, c'est comme Nelson. Voyons. il porte des lunettes, non? Ok. Mark Morrison, Return of the Mac. Ah, ça. The Mac. Je l'avais pas. Ok, 1-0 toujours. Troisième titre. Là. Yara Kelenge. Ça, c'est mon époque. Bravo. Un partout. Ah oui, oui. On reconnaît le Patrick Monguila. On le reconnaît. Très abondi. Hein. Kéré. Quatrième titre. Alors là, ça. C'est pas Stéphanie Affen, ça? Okili. Non, Stéphanie Affen. Non. Ça. Comment? Quoi, le titre? Oui, c'est ça, je prends. Si je dis UOB. Ah oui, oui. Bala. Bala. Eh oui, Bala. Mais j'avais oui. ça dans l'esprit, Doudou mais je Dakar. cherchais. Eh oui, dans l'esprit. Oui, ça c'est mon époque. C'est N'est-ce mon pas? époque. Ah bah Je oui. cherchais, ouais. Et Oh celle là de là. notre DG. Je ne vais pas vous battre sur votre plateau quand même. Mais en même temps, ça vous fait honneur. Hein. Non. Cinquième titre, attention, tout le monde connaît, en tout cas je l'espère. Oh. Ah oui, elle est magnifique. Booba, non? Oh non. Ah non, c'est pas lui. Mais il a repris. Oh, magnifique. Oh, c'est du grand Cédric. Mais en même temps, il Oh, n'avait c'est du pas grand Cédric. frappé. En même Ah temps, oui, il oui. n'avait pas frappé. Oh, c'est du grand Cédric. Oh là 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 là. 3-1. Il est en n'avait pleine pas forme. frappé. Non, prenez des chips crack-croc. Il n'avait pas frappé. Il n'avait pas Prenez frappé. des crack-croc. On a tout intérêt alors. Eh oui, il y a de la banane dedans. C'est de la banane. Ouais. C'est pour mieux nous endormir. Sixième titre, attention, c'est du pur bonheur. Naguère, les concerts, j'étais en vogue. Désormais, on les a. Magnifique. Oh, ils sont en pleine forme. 4-1. C'est perdu. Oh. Pourtant, j'ai parlé de lui la semaine dernière. Mon Dieu, ah oui, mais il ne s'agissait pas simplement de parler de lui, hein. Il est bien là. Septième titre, alors là, attention, c'est très rapide, soit on connaît, soit on ne connaît pas. Oliver Ngoma. Ah oui, ça bloque. Oui, Oliver Ngoma. Je prends 4-2, bravo. Malgré tout, c'est l'équipe de Cédric et de Ben qui l'emporte face à l'équipe J'étais tellement de habituée Rona à voir Rona et de championne. Patrick. Je me console en crack-croc. Bravo. Est-ce qu'on peut montrer à la caméra les chips crack-croc de Cédric? Le temps pour moi de remercier notre invité, Cédric Bécalé, fondateur d'Exodélis et celui qui a créé les chips crack-croc. Et oui, il est venu nous parler effectivement de crack-croc, Made in Gabon, mais aussi du SMIG, Salon Made in Gabon, qui se tiendra du 9 au 11 décembre prochain. Merci à mes amis Rona, Patrick, mais aussi à Ben. Merci à l'INPTIC. Eh oui, merci à l'ensemble des équipes techniques, Chazan de la réalisation. Merci à tous. Merci à vous, téléspectateurs, d'être aussi fidèles. Et n'oubliez pas, télé, c'est que du bonheur. À la semaine prochaine.